Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. La bonne année, bonne santé, bonne formation, tout ça, tout ça. On se retrouve du coup pour ce tuto. J'ai l'impression de faire une intro de vidéo YouTube, d'être un youtubeur, c'est formidable. C'est très très bizarre. Je le fais vraiment pour vous, je l'avais promis, hein, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Donc, comme promis, une nouvelle vidéo qui va reprendre ce qu'on a fait la dernière fois, mais je vais y intégrer plein de petites choses, soit qu'on a vu il y a un petit moment, histoire de faire une piqûre ou des piqûres de rappel, soit carrément des choses qu'on n'a pas vues. Moi, il y a des petites découvertes que j'ai fait entre-temps de mon côté, donc que je vais vous partager. Des petites choses, comme d'hab, mais voilà, ça sert à ça, je suis votre prof de projet technique, je suis là pour vous enseigner et vous filer des tricks et des outils pour bosser au mieux. Au plus efficacement, au plus propre et au plus pro, quoi. Donc voilà, on va faire ça, on va reprendre le cours de mock-up qu'on avait fait, avec le dégradé de forme de texte keycaps, là, selon un A4, sur un format A4 qu'on avait mis après dans Photoshop, sur une couverture d'un mock-up. Je vous montrerai dans Photoshop comment réextraire, parce que ça, je sentais que c'était pas très clair. En tout cas, ça faisait beaucoup de choses à intégrer, donc je vais vous le refaire, et vous aurez une vidéo à laquelle vous pourrez revenir autant que vous voudrez. C'est l'avantage des vidéos, c'est pour ça que je le fais. Où on peut extraire toutes les informations d'ombre, toutes les informations de lumière, vous vous souvenez avec les couches sur un mock-up, et vous montrer que c'est comme ça que les mock-ups sont faits. Quand vous téléchargez des mock-ups, grosso modo, c'est comme ça que c'est fait. Quand c'est pas fait en 3D. Et on va revoir un petit peu tout ça. Donc on va commencer sur Illustrator, on va refaire le fameux dégradé de forme, le petit visuel qui est assez vite fait. Et je vais vous repasser sur l'étape qui avait cafouillé en cours et qui vous avait complètement embrouillé sur la fin, parce que ça m'avait embrouillé moi-même, qui était assez incompréhensible. Je pense que c'était un bug, ou pourquoi ça ne voulait pas décomposer en fait le dégradé de forme. Ça refusait de le faire. Et in fine, ça m'empêchait de faire mon mode de forme, mon Pathfinder. C'était bien un bug, je vous le confirme, parce que je l'ai refait plein de fois de mon côté, en faisant exactement les mêmes étapes. Et d'ailleurs, je l'avais même refait en cours, et je pense que les PC avaient été mis à jour, et qu'il y a eu un petit cafouillage, quoi. Je précise juste une chose, que je vous ai remis les raccourcis clavier en bas à droite, sur lesquels il faudra se fier, mais pas trop non plus, c'est-à-dire, il y a certaines touches qui sont en fait les touches US d'un clavier US qui sont affichées, malgré que je sois sur un clavier français. Pourquoi ? Parce que c'est tous ces logiciels qui affichent les raccourcis clavier à la volée, pour du stream comme ça en overlay, sont basés sur des claviers US. Ça n'existe pas pour de la reconnaissance de clavier français. Donc les touches qui sont françaises et qui sont pas sur les claviers US, il va afficher la mauvaise touche. Par exemple, là j'ai appuyé sur la touche $, vous avez les deux points et point virgule, ce qui n'est pas du tout ce sur quoi j'ai appuyé. Mais, les choses étant bien faites, normalement j'ai pas de raccourcis clavier qui vont être sur ces touches-là. Mais je préfère vous prévenir dans le doute, avant que j'ai la question, qu'on me dise je comprends pas, c'est pas les bons raccourcis, chez moi c'est pas pareil. Vous allez vous fier surtout à ce que je vais vous dire. Moi, quand je vais vous dire un raccourci clavier, je vais vous donner le bon, de vive voix. Et surtout, je vais au maximum vous montrer les fonctions. En plus, si je les monte avec les raccourcis, dans tous les cas, je vous les montre directement sur les menus, dans les panneaux. Je vous fais pas que des raccourcis, quoi. Ok ? Je vous montre à chaque fois pour aller le chercher avec la souris, là où il se trouve dans l'interface. Voilà, et vous avez l'écran qui est normalement suffisamment zoomé. J'ai un petit peu zoomé l'écran, il faudra le regarder quand même sur un écran idéalement autre que votre petit MacBook de 13 pouces. Où là, je peux pas faire grand chose. CTRL N ou commande N, nouveau document. On va se mettre sur un format A4, donc je rappelle qu'on peut aller trouver les presets, les paramètres prédéfinis. Par exemple, impression A4. C'est un mock-up, c'est un mock-up, c'est juste pour les écrans, c'est pour le web, donc on reste en millimètres parce que ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir directement le bon format pour que quand on l'intègre dans Photoshop, dans le mock-up, qui est fait selon un format A4, bah ça soit au bon format. Donc on peut rester en A4, mais se mettre en RVB, aucun problème. On peut être en dimension millimètres, mais en RVB. Et les points par pouce, l'effet de pixelisation, la résolution, on se met en 72, même si je vous avais expliqué que techniquement, tant qu'on passe pas à l'impression, ça n'a pas d'incidence. On le met quand même, pourquoi ? Parce qu'on sait, c'est écrit écran, on est en 72, ça fait... voilà, on sait qu'on n'est pas pour l'impression et on s'y retrouve plus facilement comme ça, quoi. C'est parti.
On affiche les règles. Alors par défaut, moi, il les affiche pas. Je rappelle qu'il y en a pour qui gardent ce paramètre-là. Moi, j'ai jamais compris pareil pourquoi. Donc affichage, règles, afficher les règles. Toujours bosser avec les règles. Toujours, toujours, toujours. Première chose que je fais systématiquement aussi, je vous avais expliqué, c'est de sélectionner toutes les nuances qui ne servent à rien. Il n'y a rien de plus agaçant et de pire que de récupérer le fichier de quelqu'un, surtout quand on a un imprimeur par exemple, c'est le fichier, il va à l'imprimeur il ouvre le truc, il a besoin des valeurs quadri, il doit voir ce truc là, c'est important pour lui, et elles sont mélangées parmi 1 milliard de trucs qui sont pas du tout qui ne sont pas utilisés dans le document. Donc, noir, je clique une fois, je reste appuyé sur Shift, je clique sur la dernière, ça sélectionne tout. Bouton picto supprimé, j'enlève tout. Je garde le blanc parce que le blanc c'est du papier, donc blanc ça veut dire entre guillemets transparent. C'est pas imprimé quoi. Repérage, c'est une forme de noir. J'ai besoin d'un noir rapidement, tant que c'est pas une couleur finale, je garde celui-là parce que cette nuance-là, je rappelle, je peux pas la supprimer. Okay. Et sans, sans c'est sans couleur. On va enlever la couleur de fond. De contour, pardon. En contour, on se met sans. On repasse sur fond, on se met bien en noir, c'est bon. On renomme le premier calque qui est là par défaut, qui s'appelle calque 1. Comme ça, c'est fait et j'ai pas de calque 1, calque 2. Dès le début, c'est le premier truc qu'on fait avant de créer des objets, avant de faire des tracés. On nomme le calque dans lequel on va faire ces tracés. Comme ça, on sait qu'on n'a pas des trucs qui sont nommés. On sait où on est, quoi. On nomme les choses, c'est plus propre. Et c'est plus clair. Donc ça, on va l'appeler fond. Je fais un nouveau calque. Il va se mettre au-dessus. Automatiquement, je l'appelle base. Je rappelle qu'on bosse en non destructif et quand on arrivera à une étape clé, on va dupliquer ça. On va appliquer tous nos pathfinders, nos objets dynamiques, nos trucs. On va tout vectoriser. Comme ça, on aura une base sur laquelle on peut revenir si jamais on veut éditer un texte ou quelque chose comme ça. Ok. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. CTRL S. Bon, je l'avais déjà fait. Mockup text. Je l'appelle mockup underscore text. Peu importe. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est enregistré. Et là, je peux bosser. Je suis tranquille, j'ai l'esprit tranquille, c'est propre, je pars sur des bases saines. Vous faites ça sur tout ce quoi vous bossez. Alors évidemment, si vous faites juste un test, par exemple, CTRL-N, je fais un nouveau document rapidement. Je veux juste vérifier un truc sur un document, je fais ça, bim. J'ai pas du tout vocation à l'enregistrer, je voulais vérifier juste vite fait que si je fais ça, plus ça, enfin bref, peu importe. Vous faites juste un test rapide. Ça, vous l'enregistrez pas, on s'en fiche. Vous refaites même pas tout ce que je vous ai montré. Parce que vous allez supprimer le document au bout d'une minute. Mais sur un vrai document de travail, vous faites toutes ces étapes, vous l'enregistrez, et là, comme ça, vous êtes sereine pour bosser. Ok ? Je me mets sur mon calque fond. On va faire un fond, du coup, des dimensions de notre A4, donc 210, 297. Je me cale en haut à droite. J'ai les repères commentés contextuels qui apparaissent. Je rappelle que si je les ai pas, affichage, repères commentés. Et j'ai le magnétisme du point. Je vous recommande de garder que le point. Pourquoi ? Parce que c'est du vectoriel, c'est pas du Photoshop, c'est pas du matriciel, Illustrator. Donc ça n'a pas de sens d'être sur du magnétisme du pixel. Il y a l'option quand même, parce qu'il y a des gens qui vont faire du pixel art, par exemple sur Illustrator, mais en ayant du vectoriel, ce qui leur permet de ne pas avoir de perte, de redimensionner autant de fois qu'ils veulent, auquel cas c'est pertinent. La plupart du temps, vous êtes sur du point. Si vous cochez les deux, il va vous faire des magnétismes bizarres, doubles. C'est pour ça qu'il faut mettre que sur point. Et grille, grille, vous le mettez en fonction quand vous bossez sur une grille ou pas, quoi. Mais en l'occurrence, c'est sur la grille qui est ici. La grille déjà intégrée à Illustrator. Si vous n'utilisez pas la grille, il n'y a pas de raison de mettre le magnétisme de la grille. Ok, donc juste magnétisme de point. Combiné au repère commenté, j'étire, hop, j'ai un petit magnétisme qui vient se caler. 210, 297. Je lâche ma souris. Je vérifie en haut à droite, barre contextuelle, j'ai les bonnes dimensions, nickel. Pour être sûr, moi je fais toujours ça, je repasse, donc toujours, je rappelle, par défaut, je suis en mode sélection directe, intégrer vraiment ce raccourci V, touche V du clavier. Vous revenez sur cet état par défaut, peu importe ce que vous faites. C'est votre état, l'outil par défaut sur lequel vous retombez, quoi. Pour passer sur d'autres outils éventuellement, mais à partir de là, vous pouvez faire plein de choses, y compris des sélections plus précises, comme vous avez montré. Et là, j'aligne bien, comme ça je suis sûr que tout est bien aligné. Okay, je vais verrouiller mon fond, mon calque de fond, comme ça, je ne peux plus sélectionner accidentellement. J'enregistre, ça mange pas de pain. Je clique sur base, et je vais faire un élément de texte. Donc on va écrire, c'était keycaps à l'époque. Donc T, raccourci T.
objet texte. Deux manières de faire du texte dans Illustrator, je vous rappelle, je clique une fois, j'écris texte, alors c'est pareil, c'est un truc que j'ai jamais trop compris, par défaut, il me remettra, même si j'avais du blanc de sélectionner, il me remettra du noir. Je sélectionne tout, CTRL A ou commande A, blanc, ok, Shift, clic sur un écoin pour garder l'homothétie, je le redimensionne, ok, je repasse sous l'outil texte, T, raccourci T au clavier, je drag and drop, vous allez voir qu'il va me repasser à gauche là le texte en noir, il le remet par défaut tout le temps comme ça, parce que par défaut on est censé être sur un fond blanc, je pense que c'est pour ça. Là je lâche et ça me fait un bloc de texte, ok, une zone de texte. Je le passe en blanc, vous voyez que c'est pas la même chose. Temporairement, je vais vous laisser le texte pour vous expliquer quelque chose, c'est une trouvaille que j'ai fait récemment. Donc je vais changer ce texte. Je double-clique, je permets d'entrer dedans pour l'éditer. C'était Monorama, la typo qu'on avait utilisée. Monorama, vous l'avez sur le drive dans le dossier avec tout ce que vous avez fait, les mockups, etc. Sur le drive Google, vous avez tout. Monorama, hop, c'est créé. Je vais la passer en Monorama aussi, tiens, même si ça va être violent, mais au moins comme ça on bosse sur la même. Ok. Ça, c'est un texte de point, et ça, c'est un texte de zone. Je crois que ça s'appelle comme ça dans Illustrator. Bloc de texte. Ces éléments de texte, ils sont pas vectorisés, c'est des éléments de texte que je peux éditer. Ok, c'est un élément de type, c'est un objet de type texte. Un peu comme dans InDesign. Je déroule l'arborescence de mon calque, on voit que j'ai deux éléments. Ok. Ils ont une marge, ou plutôt techniquement ce qu'on appelle un espace insécable, qui est inclus à l'intérieur de cet élément texte. J'en ai bien dans l'élément de zone, de point, pardon, et dans mon bloc de texte, le texte de zone, j'en ai un petit peu aussi. Je vais zoomer, mais on voit que le texte, l'élément vectoriel en lui-même, qui compose le texte, commence pas directement au bord de mon cadre de sélection. Il y a un petit espace. Cet espace, il va par défaut, et ça c'est un truc que j'ai découvert récemment, quand vous décidez d'aligner ces éléments de texte, qu'ils soient encore une fois de zone ou de points, comme ça, plus ponctuels, il va les aligner selon cet espace, selon le cadre des sélections, et pas directement selon là où le texte commence réellement, où le vectoriel commence réellement, où le tracé commence réellement. Okay, ça c'est une option que j'ai découvert dans Illustrator et je vais vous la montrer, on peut le changer. Je vous le montre, là c'est du texte aligné à gauche, bon, je vais l'aligner centré, ça fera la même chose. Centré, texte aligné centré, je vais l'aligner, je rappelle que par défaut si j'ai un seul objet qui est sélectionné, automatiquement il se mettra aligné sur le plan de travail, donc sur les dimensions de mon plan de travail, je vais aligner à gauche, et là, vous voyez qu'il est aligné selon directement le tracé. Ça marche aussi pour le texte de zone, aligné à gauche, directement aligné sur le tracé. Il ignore l'espace qu'il y a, par défaut il ne fait pas ça. Comment j'ai fait ça? Dans le panneau d'alignement, ils aiment bien cacher des petits trucs dans les sous-menus. Alors il y est peut-être ailleurs, directement en visu, comme ça, sur propriété, mais perso je ne l'ai pas vu. Vous avez tout en bas de ce panneau-là, aligné sur les limites du glyphe. Ça c'est des glyphes, vous le savez en typo, donc c'est exactement ce que ça veut dire. Vous avez l'option pour les textes de points, ça, les textes de zone, donc ça. Je vais les décocher et les réaligner pour que vous voyez que ça marche. Alors il faut le refaire à chaque fois en 2 fois. Je prends les deux, je les remets par là, puis je le prends, je l'aligne à gauche, hop, c'est plus pareil, ça c'est le fonctionnement par défaut, il est aligné selon le bloc de texte. Et là c'est aligné pareil selon le bloc de texte. Je le laisse là où il est, enfin je les laisse là où ils sont, je vais recocher les options, je vais réaligner, hop, il ignore l'espace. En fait il aligne directement là où il y a du tracé. Dès que ça commence le tracé, il aligne sur ce tracé. Personnellement, c'est un truc qui m'a toujours agacé, que ça soit aligné selon le cadre de sélection. Parce qu'en fait, on n'est pas sur InDesign, là, on fait pas de la mise en page. Nous, ce qu'on veut, c'est les tracés qui nous intéressent. Donc en fait, je veux toujours, perso, en tout cas, là vous avez l'option, après vous ferez comme vous voulez, vous connaissez maintenant, mais perso, moi je veux toujours que quelque chose soit aligné selon le tracé, et le reste, je m'en fiche. Donc voilà, maintenant ça vous le savez,
cette option, on va la laisser par défaut. Donc je le réaligne, je le recentre sur mon plan de travail. Je l'édite. On va mettre le texte final, keycaps. Ok. C'est aligné, je l'aligne en haut. Allez, je vais le tirer un petit peu, je vais l'aligner plutôt selon les bords gauche-droite. Je rappelle que pour j'étire, si je fais aucune touche du clavier, c'est une déformation libre, un redimensionnement libre. Si je reste appuyé sur Shift, je maintiens l'homothétie, donc le rapport largeur-hauteur. Si je reste appuyé en plus de Shift sur Alt ou Option sur Mac, il va aligner selon le centre. Comme on l'avait déjà centré sur le document, c'est ce que je veux. Ça m'évite de le recentrer derrière. Je le monte un petit peu, je laisse un peu d'espace comme ça. Je vais en laisser un petit peu sur les côtés d'ailleurs, plus qu'au-dessus. Voilà. J'ai ceci. Ça, on va le passer en contour. Donc on fait alterner ici, raccourci Shift X pour permuter. Ok, majuscule X, vous l'avez là. Et je vais le laisser là. Il faut que je mette un fond. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un dégradé de forme qui va faire que chaque texte va pas se chevaucher à l'intérieur du texte, mais seulement, on va dire, on a une sorte de marge qui va chevaucher au-dessus et en dessous. Vous allez comprendre. Donc pour voir ce que je fais, je vais passer temporairement CTRL Y en mode tracé. CTRL, commande Y. Afficher, vous l'avez là. Ici, aperçu. Ça s'appelle le mode aperçu. Là, ça efface tous les aspects. Je passe en mode tracé. Ça, il me le garde en plein par contre. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est un objet de texte. Ok? C'est pas encore vraiment un tracé tracé, tant qu'il n'est pas vectorisé ou décomposé. Du coup, je vais prendre mon outil rectangle, je repasse en couleur de fond, raccourci clavier X, Shift X, je passe le fond en noir, et là je vais faire un rectangle de fond qui se trouve derrière mon texte, selon les dimensions du document. Je fais à peu près, s'il n'y a pas exactement le même espace en haut et en bas, c'est pas grave. On le fait à peu près, c'est du visuel. Ok. CTRL Y, là j'ai un rectangle noir qui est par-dessus mon texte. Comme j'ai un fond noir derrière, forcément je ne le vois pas, je peux temporairement cacher mon fond noir. Je repasse, je drag and drop mon rectangle en dessous, double-clic, je l'appelle fond, et cet ensemble-là, je le groupe. CTRL G, commande G, ou objet associé. Associé, dissocié, c'est-à-dire grouper, dégrouper. Ok? Je l'appelle bloc texte. Ok. Et cet ensemble-là, je le duplique. Je reste appuyé sur Alt ou Option. Plus Shift. En fait, si j'ai juste Alt Option, je le duplique bien. Et si j'appuie pas sur Shift, je peux le bouger n'importe où. Moi, je veux le verrouiller sur l'axe Y, verticalement. Je reste appuyé sur Shift, hop, jusqu'en bas. Automatiquement, il va se caler parce que j'ai le magnétisme. Et je lâche tout. Ok? Bloc texte, bloc texte. Je peux réafficher mon fond. Il est verrouillé, je vous rappelle, hein, donc du coup si je fais des rectangles de sélection comme ça, je ne vais pas sélectionner mon fond, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on l'a verrouillé, comme ça on n'est pas perturbé. CTRL S. Bon, quand je vous dis CTRL S, maintenant vous savez c'est commande, je ne vais pas le répéter sur tous les raccourcis. Quand c'est des raccourcis CTRL SHIFT, là je vous le dirai, mais quand c'est juste CTRL ou juste ALT, donc commande, je ne vais pas vous le redire à chaque fois, vous le savez. En plus vous avez l'icône ici, CTRL. Du coup, CTRL S, sauvegarder, ça mange pas de pain. Je sélectionne mes deux éléments. Objet, dégradé de forme, créer. Je retourne dans objet, dégradé de forme, option de dégrader. Je passe en étape. On va mettre une vingtaine d'étapes, qui en est pas mal, que ça fasse un effet quand même sympa. Je valide, et là j'ai mon dégradé de forme. Ceci est un objet dégradé de forme. On voit bien quand je passe mon curseur de souris sur l'ensemble, là, dans tout l'ensemble du dégradé de forme, tout se bloque.
On voit bien que ce qui crée le dégradé de forme, c'est vraiment ces deux blocs-là, en haut et en bas. À l'intérieur, tant que l'ensemble n'est pas décomposé, ils sont un peu virtuels, c'est-à-dire qu'ils sont dynamiques, ils se créent à la volée. Il y a une interpolation dynamique qui se fait. Si j'ouvre l'arborescence de mon dégradé de forme, on voit qu'il y a le tracé, qui représente ce dégradé de forme, la direction du dégradé de forme. J'ai mon bloc de texte du bas, mon bloc de texte d'en haut. Okay. Je rappelle que dans la structure, ce que j'ai au-dessus par rapport à mon calque d'en dessous, visuellement, c'est celui qui va se trouver en bas, là, sur mon plan de travail, parce qu'il vient par-dessus. Okay. Donc je peux double-cliquer, et là je rentre dedans. On le voit en haut à gauche, là, que je suis en mode isolé. Ça veut dire en mode isolation. J'ai isolé, j'ai rien d'autre qui me perturbe, je suis rentré dans cet élément-là. Je suis dans mon dégradé de forme, là je peux ouvrir toute l'arborescence. J'aurais pu faire même en dehors du mode isolation. Hein. Je reviens en arrière, là je suis vraiment à la racine de mon document. Je peux tout de suite aller sélectionner quelque chose. Okay, je suis pas obligé de rentrer dedans. Mais des fois c'est bien d'entrer dedans pour y voir un petit peu plus clair. Donc là, je suis en mode isolation, je suis dedans. Je vais changer le contour, les contours. Donc je veux prendre le contour de mon premier bloc de texte qui est en haut. Je vais mettre une valeur, on va dire, de 0,5. En texte, en contour centré, pardon. Je fais pareil pour mon élément texte qui se trouve tout en bas. Lui, on va lui mettre 2, histoire de bien marquer la nuance. Et là, le dégradé de forme, il fait l'interpolation, il fait le dégradé sur tout ce qu'il trouve comme aspect. L'aspect, c'est quoi? L'aspect, c'est j'ai un contour. Okay. L'aspect, c'est j'ai des contours d'épaisseur différentes. Et bien lui, il fait de plus en plus épais. C'est l'effet qu'on recherche. D'accord? Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un petit peu de dynamisme dans ce dégradé. Parce que là, il est un petit peu plat, il est linéaire, c'est-à-dire que la force à laquelle il applique ces transitions d'épaisseur du contour, donc du plus fin au plus épais, et du coup l'espace qui est créé entre chaque élément, est le même systématiquement. Moi, je veux qu'il y ait plus ou moins d'espace en fonction qu'on soit plus ou moins vers le haut du dégradé ou vers le bas. Et pour ça, on a le tracé, qui est la résultante du dégradé de forme, qui nous permet de jouer là-dessus. Là, c'est un tracé qui n'est pas une courbe de Bézier. C'est-à-dire que c'est juste un tracé, il n'y a pas de courbe de Bézier, il n'y a pas les petites manettes pour changer l'influence de la courbe. Et ben moi, je vais en créer une. Et en créant ça sur les points d'entrée et de sortie, en haut, en bas, ça, même en restant sur un tracé tout droit, qui ne crée pas une courbe, ça va ajouter du poids, de l'incidence sur la résultante du dégradé de forme. Donc pour ça, je vais dans mon multiplume, je prends le petit point d'ancrage, ok, je reste appuyé, je rappelle. Hop, je prends le petit point d'ancrage, je vais sur le point d'en bas, je reste appuyé, j'étire, et là je vais appuyer sur Shift pour le contraindre verticalement dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que si je vais dans l'autre sens, regardez ce qui se passe, le point, il se retourne. Donc là en fait j'intervertis le tracé, donc ça va complètement me casser, on va dire, le sens de mon dégradé de forme. Donc je m'assure je lâche Shift pour bien vérifier le sens. Mais dans ce sens-là, Shift, je verrouille, j'étire à peu près comme ça, et je lâche. Et je fais exactement pareil en haut. J'étire, Shift, je suis bien dans le bon sens, vers le haut, et je lâche. Ok? CTRL Y, je reviens. Et là, vous voyez que l'aspect a changé. Avant, c'était linéaire, l'espace était le même partout. Là, on a un espace qui est plus ou moins important. On a une taille d'éléments qui se fait découper, je rappelle chaque bloc, je rappelle qu'on a du texte. En dessous, on a un rectangle, et lui, il fait le dégradé avec cet ensemble-là. Donc en fait, chaque rectangle noir vient couper le précédent. Mais il ne le coupe pas de la même manière, ce qui donne un résultat différent. C'est un peu plus dynamique. Et du coup, je peux jouer sur cette courbe. Je repasse avec Y. Je passe en sélection directe avec A, pour pouvoir choper les petites manettes, là. Je vais sur mon point. Hop, je clique. Et là, j'ai les manettes qui apparaissent. Je repasse avec CTRL Y, que vous voyez le résultat en temps réel. Si je prends la petite poignée, je reste appuyé sur Shift, je change, vous voyez que ça déplace tout. Ça permet de faire un aspect différent
sur le dégradé. Donc on joue un petit peu là-dessus. Pareil avec le point du haut. Hop. Trouve ma poignée. C'est pas évident, alors c'est pour ça qu'il faut mieux repasser en mode aperçu de tracé, CTRL Y, comme en Y, de temps en temps pour pouvoir, parce qu'on voit plus clair en fait. On y voit un petit peu plus clair sur la manette, juste pour le temps de la choper. Après, on peut repasser sur CTRL Y, parce que là, elle est sélectionnée. Okay. Je l'étire, celle-là, ça change l'aspect aussi. Okay. Là, j'aime bien, par exemple. On a l'impression que ça fait presque, pas un arrondi, mais la façon dont il se déroule, le dégradé de forme, qui s'accélère. Voilà, c'est un peu ça, l'idée. Là où avant, c'était linéaire, c'était le même espace, le même aspect, du début à la fin. C'était proportionnel, c'était réparti de manière uniforme. Là, c'est pas le cas, on a cassé l'uniformité, ce qui donne un aspect visuel un petit peu plus sympa, et c'est ce qu'on veut. Ok, donc je vais laisser ça comme ça. Je sors, touche échappe, ou la flèche ici, revenir en arrière jusqu'à ce que je sois plus en mode isolation. J'enregistre. Ok, super. On a notre document là. On a notre document, on a notre dégradé de forme qu'on va vouloir intégrer, mais on ne peut pas le prendre comme ça. Si je prends ça et je le mets dans Photoshop, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que ça, c'est des objets de type Illustrator pur, c'est-à-dire que c'est un dégradé de forme, que seul Illustrator reconnaît et sait faire. Si je mets ce dégradé de forme tel quel, sans le décomposer, sans le vectoriser dans Photoshop, Photoshop il va me l'interpréter n'importe comment, et ça ne ressemblera tout sauf à ça. Ça sera pété. Voilà. Du coup, il va falloir décomposer tout ça. C'est là où on pense non destructif. Il faut décomposer tout ça. Avant de faire ça, alors attendez, j'ai un petit bug. Voilà. Ce que j'ai essayé de faire en fait, c'est de fermer l'arborescence. Je rappelle que pour fermer une arborescence, il y a des raccourcis clavier. Quand je fais Alt ou Option sur Mac, clique sur une flèche, tout ce qui est à l'intérieur, il va me le fermer. A l'inverse, si je clique, tout ce qui est à l'intérieur, il va me l'ouvrir. Si je refais dans l'autre sens. Par exemple, ça je le ferme. Ça je le ferme. Je fais Alt-clic. Je fais juste clic sans Alt là. Bah, il m'ouvre pas ce qui est à l'intérieur. Là, je fais Alt-clic. Il m'ouvre tout. Ok, Alt, ça permet de tout ouvrir, de déployer, de dérouler toute l'arborescence. Et à l'inverse, Alt-clic, pareil, dans l'autre sens, quand c'est déjà ouvert, ça referme toute l'arborescence. Là, je clique plus sur Alt. J'ai juste clic gauche souris sans la touche Alt. Ça fonctionne normalement. Ok, j'ai pas toute l'arborescence qui est déployée. Donc moi, c'est ce que je veux parce que ce qui est à l'intérieur, maintenant, pour l'instant, ça ne m'intéresse plus. Ce que je veux, c'est dupliquer tout cet ensemble. Donc je peux fermer ça aussi. Je reste appuyé sur Alt, Option, drag and drop juste au-dessus. Hop, base. Je vais l'appeler Vecto. Ma base, je la cache. Je déroule. Je déroule à nouveau. J'enregistre, CTRL S. Et là, je vais pouvoir commencer à décomposer. Donc on va bien décomposer tout ça. Je vais vous expliquer, vraiment prendre le temps pour que vous compreniez de l'étape dans laquelle il décompose les choses, pour que vous compreniez bien, quand on passe par la fonction objet, sélectionner comme quelque chose, on verra mieux comme ça, objet décomposé, vous compreniez ce qu'entend Illustrator par décomposer. Comment il pense en fait, dans quelle structure il fait, quelles étapes il réalise quand on fait décomposer, parce que ça se fait en plusieurs fois, en fonction de ce qu'on a fait. En fait, c'est dépendant du contexte. C'est dépendant de la structure de ces objets, de la nature des objets. Là, j'ai un dégradé de forme qui n'est pas, proprement parlé, un tracé vectorisé. Je rappelle que c'est du texte. Alors, on va redécomposer la forme pour que vous compreniez bien. Donc, ce qui crée mon dégradé de forme, c'est... Je rentre dedans. Je vais plutôt faire cacher la base et le fond. Voilà, comme ça, on verra mieux. Voilà, comme ça on est sur fond blanc. Donc je rentre dedans. Là je suis dans mon dégradé de forme, il est isolé. Okay, le dégradé de forme est fait par un bloc de texte, okay, qui se trouve en haut, et un autre bloc de texte qui se trouve en bas. Et il me fait l'interpolation, le dégradé entre les deux. Ok, il crée toutes les étapes intermédiaires. Ce bloc contient du texte, sur lequel il y a un contour.
Donc c'est deux choses qui sont entre guillemets dynamiques. Je rappelle qu'un contour, il n'est pas vectorisé tant que c'est un contour-contour, je peux changer les propriétés, mais du coup c'est pas encore considéré comme un vrai tracé final. Et il n'a pas de couleur de fond. Donc ça veut dire que je peux changer l'épaisseur. Et comme c'est un objet de type texte, à cette étape, je peux toujours changer. Texte. Là, il me fait une interpolation, un dégradé de keycaps vers un texte. Il me fait un morphing de lettres, carrément. Ok? Si je change en haut, vous voyez bien. Alors c'est difficile parce qu'il est derrière. Mais généralement, en fait, quand c'est comme ça, vous passez sous l'outil texte, T, raccourci T. Et là, vous le voyez. En fait, là, vous double-clic et ça va marcher. S'il y a bien un texte sous lequel votre curseur de souris se trouve, qui est éditable, vous pourrez cliquer, même si techniquement il y a des choses par-dessus, ça marche quand même. Texte, voilà, ça marche. Ok. Donc voilà la composition. Je reviens en arrière, je remets tout ça droit, carré, comme c'était. Ok. Je sauvegarde. Donc, logiquement, qu'est-ce qui va se passer si je choisis de tout sélectionner? Donc, je rappelle que tout sélectionner, ça, c'est mon dégradé de forme. Si je fais objet décomposé. En fait, si je passe par là, décomposer ça, la première étape de décomposition va être exactement la même que si je faisais dégradé de forme, décomposé. Parce que lui, dans l'ordre de décomposition, il fait... Ça, c'est la fonction décomposé universelle, on va dire. Peu importe ce qui se trouve. Quand vous faites un dégradé de forme, quand vous faites d'autres fonctions dynamiques, quand vous faites, par exemple, si c'était juste un objet texte, je vais vous le montrer. Je rentre dedans. Je sélectionne juste mon texte, CTRL-C, je ressors, je retourne à la racine, CTRL-V, je le colle là. Ça, c'est du texte. Ok? Si je fais objet décomposé, ça devient du tracé. Il m'a toujours pas décomposé le contour. Lui, dans l'ordre, il me fait c'est du texte, je te vectorise le texte. Ce que je viens de faire, c'est la même chose que de faire clic droit, vectoriser. Décomposer, en fait, c'est peu importe où vous vous trouvez, lui, il va faire l'étape logique de changer la structure de l'objet sur lequel vous avez, de le décomposer pour revenir à une structure plus simple. C'est ça qu'il fait. Je fais juste une petite parenthèse, j'ai oublié de vous le dire, parce que d'ailleurs j'ai fait une coupure entre... il y a deux vidéos, c'est la magie du montage. J'ai oublié de le réenlever, mais la barre en bas là, qui est apparue, qui est nouvelle avec la version, donc avec le point d'interrogation, je ne sais pas pourquoi qui prend un peu de la place, j'ai trouvé ça dans fenêtre, barre d'aide. Voilà, ça sert à rien, ça prend de la place, on s'en fiche, c'est un truc qui rajoute pour les ultra débutants, mais vous, c'est pas vous le cas, c'est pas votre cas, vous êtes déjà des machines. Voilà, donc vous faites comme ça. Ok, donc ça c'est un objet test, donc en fait que je fasse clic droit, je l'avais déjà vectorisé, clic droit, vectoriser, ou objet, décomposer. Décomposer, lui, il va me faire l'option contextuelle en fonction de l'objet que j'ai. Donc là, si je fais ça, contour est grisé parce que là, dans l'ordre de ce qu'il va décomposer, il ne peut pas faire les deux en même temps. Il ne peut pas décomposer d'un coup et me dire, je te le vectorise, et en même temps, derrière, je te transforme ce qui est du contour en un tracé, à proprement parler. Tout simplement parce qu'il n'y aurait pas de sens, parce que ça serait un peu trop violent, c'est-à-dire qu'il mettrait tout à plat et c'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir avoir le contrôle dans les étapes. On pourrait vouloir juste décomposer, donc vectoriser, tout en gardant le contour. Ce que j'avais déjà fait, pardon. Voilà. Là, j'ai le contour et c'est vectorisé. Ok? Là, je suis revenu en arrière, j'ai fait CTRL-Z, là, c'est mon texte. Ok? C'est mon texte avec du contour. Je change l'épaisseur, vous voyez bien que c'est du contour. Donc si je fais clic droit vectoriser ou objet décomposé, donc je vais refaire par vectoriser, que vous voyez bien que c'est la même chose. Là, l'étape, c'est après, je refais décomposer. Et là, j'ai contour que je peux décomposer. Et là, j'ai un tracé. Ok? Je reviens 2 étapes en arrière. Là, je suis sur mon texte. Je refais objet, décomposer. J'ai mon contour qui n'est toujours pas décomposé. Je refais décomposer. Contour apparaît, il est coché. Si je décoche, il fait rien du tout. Parce que là, le seul truc, le seul aspect qu'il y a sur mon tracé, c'est du contour. Il n'y a pas de fond.
Il mettra toujours fond, en fait, parce qu'il ne peut pas ne rien avoir. Mais du coup, la preuve, si je décoche fond, je coche contour, hop, il me fait du tracé. Ok? Je le refais pour le cocher. Voilà. Ok, donc là, j'ai un tracé qui n'est pas encore un tracé transparent parce que là, j'ai des lettres séparées. La preuve, j'ai une structure avec un groupe. Dedans, à chaque fois, un groupe. Alors ça, c'est la façon dont il le fait. C'est pas chercher. Des fois, Illustrator, c'est comme ça. Donc si je veux remettre tout ça un peu d'équerre, je prends tout ça. Je fais objet, dissocier. Ok. Je fais refait objet, dissocier. Alors, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il veut pas là? Bizarre. Ok, j'avais mal sélectionné, pardon. Donc c'est ça, objet dissocié. Là, j'ai plus que 4 tracés transparents. Un tracé transparent, un tracé transparent, un tracé transparent et un tracé transparent. Et bien, je sélectionne ces 4 tracés transparents. Objet, tracé transparent, créer, j'en ai plus qu'un. Et c'est exactement ce qu'on veut chercher à faire avec toutes ces parties blanches qu'on a là. D'accord? Et maintenant qu'on sait l'ordre dans lequel il va décomposer les choses, bah c'est simple. Je sélectionne mon dégradé de forme, donc qui comprend tout ça. Objet décomposé. La résultante, ça va être, il m'a appliqué le dégradé de forme. Je reviens en arrière, je rappelle, si je fais objet dégradé de forme décomposé, ça fait exactement la même chose. Puisque c'est la suite logique, c'est la première étape logique à décomposer. D'accord? Donc j'ai un groupe avec tout ça. Ce groupe, j'aime pas, il y a trop de choses. Je dissocie. CTRL-SHIFT-G, commande-SHIFT-G, dissocier, objet, dissocier, vous l'avez là. Ok? Donc là, j'ai un ensemble de groupes. C'est plus déjà la structure sur laquelle je veux travailler. D'un point de vue sélection, ça va être plus simple. Comme il m'a fait juste la décomposition du dégradé de forme, et que ce dégradé de forme était composé par 2 principaux blocs qui avaient un fond et un élément de texte chacun, ça, il ne me l'a pas encore vectorisé, ces éléments de texte. La preuve, je le retrouve ici. Ok, c'est éditable, texte. Pareil pour celui du bas, qui est dans la structure des calques inversée, qui est en haut, puisque se trouve en dessous, en termes de dessus-dessous, il se trouve en dessous. Ok, il est là. Vous voyez bien, je peux l'éditer, texte. Donc, sachant ça, maintenant, c'est assez simple. Tout ce qui est intermédiaire, ça c'est comme ça n'existait pas, il me l'a créé, donc il m'a fait détracer, donc c'est bien détracé. C'est du tracé avec du contour par contre qui n'est pas appliqué. Donc là je vais tout sélectionner, je vais faire décomposer. Donc ce qui va se passer en toute logique, c'est qu'en sélectionnant tout et en faisant décomposer, ce qui est du tracé avec du contour, il n'y a plus qu'une étape pour ça logique, c'est qu'il va me le vectoriser le contour. Donc il n'y aura plus de contour, ça a du tracé. Donc c'est toutes les étapes intermédiaires. Et en haut et en bas, ce qui était à l'origine du dégradé de forme, qui est du texte, on ne le voit pas, il est caché, il est derrière là, voilà, et là il est ici. On voit bien d'ailleurs qu'on ne voit même pas de tracé dessus, c'est un élément texte. Ça va me vectoriser le texte, et lui, son contour ne sera pas encore vectorisé. Donc il y a encore 2 étapes à faire. Je décompose. Je zoome un peu que vous voyez bien, en montrant un petit peu les deux là. Donc ça va passer en tracé, avec contour décomposé. Donc là, il n'y aura plus qu'un seul tracé au milieu, mais un double tracé. Et ça va passer exactement dans le même aspect que celui-ci. Ok? Ça, c'était du texte. C'est devenu du tracé avec contour. Ça, c'était du tracé avec contour. C'est devenu du tracé avec contour vectorisé. Donc j'ai une ultime étape de décomposition, qui est que ça, il faut à son tour que ça devienne du tracé avec contour vectorisé. Je refais une dernière fois décomposé, et c'est bon. Je n'ai plus que du tracé partout, sans contour. Il n'y a que du tracé. Ok? C'est ça qu'on veut, c'est cette base, entre guillemets, enfin, cette partie finale-là qu'on veut, sur laquelle on veut travailler comme opération et sur laquelle faire des opérations de Pathfinder, pour après avoir un seul et unique tracé transparent qu'on pourra exporter dans Photoshop. C'est beaucoup plus propre, c'est plus léger, et vous contrôlez exactement le résultat que vous voulez en faisant comme ça. Et j'ai toujours ma base dans un calque qui s'appelle base, si jamais je veux revenir dessus. Ça, c'est la bonne manière de bosser.
Ok? Enfin, c'est la bonne manière. Il y en a plusieurs, mais on va dire que c'est la manière la plus safe, quoi. Qui vous évite le plus de perdre trop de temps et de boulot si jamais vous voulez revenir en arrière, etc. Vous faites des erreurs, vous n'êtes pas content de ce que vous faites, vous voulez faire des essais. De bosser comme ça, c'est l'idéal. J'enregistre. On va faire le Pathfinder. Le Pathfinder, c'est assez simple. Je vous le remontre à côté. Pour faire la petite piqûre de rappel. Je vais faire... Vous compreniez quel type de Pathfinder on va faire. Moi, ce que je veux... Donc, je vais prendre... on va le faire comment? On va le faire comme ça. Je vais prendre les deux derniers blocs, là. Le dernier et l'avant-dernier. Ok? Je vais me les dupliquer. Alt, Shift-clic, à droite. Ce qui est à gauche, pour l'instant, on s'en fiche. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que j'ai ça, par-dessus ça, ok. Et donc je veux que ce rectangle-là, il découpe le texte selon les délimitations du rectangle. Je vais faire une opération de Pathfinder comme ça. Donc celui-ci fait celui-là, et tous les autres font la même chose sur celui qui se trouve en dessous, et verticalement au-dessus, par rapport à lui, à chaque fois. Pour qu'à la fin, ça applique la découpe. Ok? Je veux découper ça comme ça. Une manière simple de faire ça, bah pour le coup, c'est de faire du pochoir. Le pochoir, il va fonctionner avec le fond, avec l'aspect de type couleur de fond. Il ne fonctionne pas avec les contours. C'est pour ça aussi qu'on a fait ça et qu'on a appliqué et vectorisé les contours pour qu'on n'ait plus que des tracés avec lesquels travailler. Ça va faire une opération de Pathfinder qui est beaucoup plus clean, beaucoup plus claire et qui donnera exactement le résultat qu'on veut. La différence entre pochoir et fusion, pour rappel, et je vais vous le montrer tout de suite, c'est simplement les couleurs de fond. Si je prends les deux, on va prendre celui-ci qui est au-dessus là, je vais lui changer la couleur de fond exprès et je vais lui mettre, je sais pas, du rouge. Ok, je sélectionne les deux, je fais pochoir. Je me retrouve en résultante avec un bloc rouge, un bloc noir. Techniquement, ça a fait quand même le résultat qu'on voulait. Il suffirait de sélectionner toutes les petites parties noires dedans, toutes les petites parties rouges dans le texte, les supprimer et ça marcherait. On aurait quand même au final juste du tracé blanc qui reste, qu'on fusionne en un seul tracé transparent et on est bon. Mais c'est pas propre et ça fait une étape en plus pour rien. Pourquoi? Parce que le mode pochoir, lui, il va garder les différentes couleurs et il va considérer ça comme, dans le résultat final, comme des tracés séparés. Donc le résultat, c'est que ça fait deux tracés séparés. Enfin, on a une partie rouge, une partie noire. Alors que la fusion, il va se baser sur la couleur de fond, pareil, toujours. Mais s'il détecte dans l'opération de Pathfinder que dedans, il y a des choses qui ont la même couleur, tout ce qui a la même couleur, il le fusionne en un seul tracé. Et donc ça fait un résultat qui est plus propre. Il y a moins de bouts de tracé à nettoyer. Je vous le montre. Je rappelle que ça, c'est un rectangle séparé de celui-ci. Hein. Okay, mais il a la même couleur. Je sélectionne tout. Fusion. J'ai un bloc. J'en ai pas deux. Alors, obligatoirement, je vais avoir des bouts de tracé à l'intérieur de mes lettres. Normal, le tracé est fermé. Donc lui, il recrée un tracé à cet endroit-là, puisque c'était isolé du fond, qui est le rectangle, qui était les blocs à chaque fois, qui étaient derrière les textes. Normal. Donc ça, pour lui, ça fait un nouveau tracé, il fait une intersection. Mais pas de souci. Pour sélectionner tout ça rapidement, je vous l'avais montré. Je sélectionne par exemple le fond, juste la partie noire. Je la décale que vous voyez bien. Je fais sélection, identique, couleur de fond. Et là, il va me sélectionner tout ce qui est de la même couleur de fond. Donc là, noir, c'est sélectionné, c'est bon. Je fais supprimer et on est bon. Pourquoi je fais ça? Parce que ça m'évite, quand j'ai des résultats de Pathfinder, le résultat, c'est que ça fait une arborescence là, de tracé qui est complètement explosée. J'ai des choses dessus, dessous. Enfin, la structure respecte le résultat qu'on a visuellement. Mais les calques qui s'appellent tracé transparent, on ne voit pas très bien. Des fois, il y a des bouts qui restent en fonction de la complexité de vos tracés, comme je vous ai montré. Là, si c'était des petits tracés, qu'on avait plein de lettres fermées, des formes fermées, il me recréerait à chaque fois un tracé noir avec plein de formes comme ça. Et aller les chercher manuellement, soit visuellement comme ça, ou à gauche dans l'arborescence des tracés et des calques, c'est un enfer. Donc on ne se prend pas la tête.
On utilise les outils qui nous font gagner du temps et qui nous simplifient la vie. Je prends une couleur de référence qui est celle que je veux supprimer partout, le noir, sélection, identique, couleur de fond, c'est sélectionné, supprimé, et je suis bon. Maintenant, on va faire exactement la même chose à gauche. Toutes ces étapes, c'est celles que je vous avais fait en cours. Ça avait cafouillé juste avant, à l'étape de décomposition des contours. Je ne saurais jamais vous expliquer pourquoi, mais c'est littéralement la même chose que moi j'ai toujours fait et que je fais toujours. D'accord ? Donc, on en était là. Donc là, j'ai tout bien qui est décomposé en termes de tracé. Je n'ai plus d'objet de texte, je n'ai plus de contours, je n'ai que des tracés. Je sélectionne tout. Je fais mon opération de Pathfinder. Je fais mon fusion. Je clique à côté dans le vide pour bien tout sélectionner. Parce que sinon, là, il a tout sélectionné. Vu que c'est le résultat de tout du Pathfinder qui a été fait sur tout, y compris les parties blanches. Je passe ma souris sur la partie noire. Je sais que je suis bon. Alors non, là, je suis pas bon. Pardon. Voilà. Pourquoi il faut faire gaffe à ça? Je vous le montre tout de suite. Je vais faire exprès l'erreur. Là, j'ai tout sélectionné. Je vais faire sélection, identique, couleur de fond, supprimer. Il m'a absolument tout supprimé. Pourquoi? Parce que là, j'ai un groupe. Et donc, avec l'outil sélection directe, outil sélection, pardon, V, sélection générale, si je fais clic là, je sélectionne tout le groupe. Moi, c'est pas ce que je veux le noir. Donc, soit je rentre et j'isole à l'intérieur, et là, je sélectionne le noir, et je sais que j'ai pas les parties blanches de sélectionner. Soit, je sélectionne mon groupe, je le dissocie. CTRL-SHIFT-G, et je dégroupe tout ça. Et là, la racine de mon calque Vecto, je sais que je peux tout de suite sélectionner le noir sans sélectionner le blanc. Ok? Je vais cacher le fond noir sur mon autre calque, que vous voyez bien. Donc je resélectionne tout. Pardon, je ne sélectionne pas tout justement, je sélectionne la partie noire que je veux supprimer. Je la décale un peu, vous voyez bien. Sélection, identique, couleur de fond. C'est supprimé. Là, c'est blanc sur blanc parce que là, j'ai bien des tracés. C'est juste que mes tracés étaient blancs. Et je viens de cacher mon fond noir. Si je le réaffiche, qui était dans un autre calque, si je le réaffiche, on voit bien qu'il y a du tracé blanc. D'accord? Et c'est ce que je veux. Et là, j'ai plus qu'à fusionner tous ces tracés. Je sélectionne tout. Objet, tracé transparent, créer. Et voilà, j'ai mon tracé final, que je vais appeler Kickops. J'enregistre. Et là, j'ai mes deux étapes. J'ai mon étape entre guillemets initiale et finale. Et on voit bien les deux, la logique, on va dire, un peu les deux penchants, les deux extrêmes. J'ai ma base que je peux éditer tout de suite si je veux. Ok, avec mon dégradé de forme que je peux éditer à la volée. Je peux changer le texte. Il ne me convenait pas, par exemple, je peux rajouter, je sais pas moi, keyboard. Allez, on va dire keyb. Ok. Je fais pareil en haut. Keyb. Super. Je peux changer le poids que j'avais fait, que j'avais attribué à mes manettes là, à mes courbes de Bézier, à mes poignets. Hop. Je peux m'amuser à faire des trucs comme ça. Et à partir de cette base, je duplique mon calque, j'en crée un nouveau, je le duplique dans un nouveau calque, et là ça va être ma base sur laquelle je travaille. Et vous voyez bien que je peux revenir très vite en arrière, et toutes ces étapes que j'ai essayé sur la partie Vecto qui elle va atterrir dans Photoshop, ces étapes-là, je peux vite retomber dessus. Ok? Ok. Voilà, donc on va passer à la partie Photoshop et import. Donc on se retrouve tout de suite après une petite interruption publicitaire. Donc on est dans Photoshop. On va basculer notre visuel dans le mockup, mais avant on va revoir un petit peu ensemble la structure du mockup, d'un mockup, parce que c'est quelque chose qui est assez universel. Quand vous récupérez des mockups, la plupart du temps ils sont faits de la même façon. Et on va revoir ça ensemble. Du coup, Mister Mockup, ils ont ça de bien, qui sont assez simples dans leur structure. Enfin, ils ont pas de choses superflues. Il y a plusieurs manières, on va dire, d'arriver au même résultat quand on veut faire un mockup, c'est-à-dire détourer les éléments d'une vraie photo, par exemple, prise d'un magazine vierge,
découper le dos, donc la partie rouge là, qu'on appelle le dos sur un livre, découper la tranche de, je sais plus, je crois que c'est la tranche de queue, ça c'est la tranche de tête, bref la tranche où on voit les pages, le dos du livre, du magazine. Et voilà, il y a plusieurs manières de découper ça, enfin d'arriver au même résultat. Généralement on fait comme ça, on découpe les parties, puis on va isoler tout ce qui est ombre initialement sur l'image, tout ce qui est lumière, ça va nous servir de calque entre guillemets d'effet, pour remettre par-dessus après nos éléments qui sont découpés, qui sont isolés, et par-dessus du coup notre design qui est intégré à tout ça, pour pouvoir faire des modifs rapides et avoir un mock-up éditable et rapidement modifiable. Ces structures-là, Mister Mockup la respecte très bien et ne fait pas de choses superflues, quoi. Voilà. Contrairement à d'autres, c'est pour ça que moi je vous les recommande et ils en ont pas mal des gratuits qui sont bien. Du coup, dans la structure, c'est assez simple, hein, on a deux dossiers, enfin deux dossiers, j'appelle ça des dossiers à chaque fois parce que c'est l'icône dossier, mais des groupes de calques, concrètement. On va avoir un calque, généralement, c'est pas les seuls à le faire, ça souvent dans les mockups ils font ça, dans les templates, dans les trucs gratuits que vous récupérez. Ils mettent un calque avec un petit verrou et puis un calque vide qui est juste là pour mettre l'URL et le copyright, enfin voilà, c'est un truc, c'est de la pub quoi. Et ils aiment bien aussi mettre des couleurs sur les calques. Alors du coup ça se fait, je vous l'avais pas montré mais je pense que vous le savez déjà. Clic droit, on peut changer la couleur ou l'enlever du coup. Perso je l'enlève parce que je trouve que ça n'apporte rien. Mais vous, si vous êtes organisé comme ça, vous préférez séparer avec des couleurs et vous fonctionnez comme ça, allez-y, hein, éclatez-vous, au contraire, c'est pas plus mal. Ça montre au moins que vous avez une organisation, quoi. Moi j'aime bien aussi, ça je vous l'avais dit, renommer, tout en majuscule, mes groupes de calques. Je vais le faire tout de suite. Petite parenthèse, vous avez sûrement remarqué que quand je l'ai renommé, je l'ai fait avec un raccourci clavier, je ne l'ai pas fait en double-cliquant avec la souris. Le raccourci clavier par défaut n'existe pas. La fonction renommer, on la trouve dans calque, renommer le groupe, ou si c'était un calque, renommer le calque, contextuel quoi. Le F2 là, donc moi qui ai mon raccourci clavier pour tout de suite renommer, peu importe où se trouve mon curseur, si mon curseur il est à l'autre bout de l'écran, mais que je suis positionné, je suis bien sur le bon calque, que je veux, je fais F2, je renomme. Ok. Pourquoi F2 ? Simplement parce que dans Windows et dans pas mal de... Alors je sais pas si c'est le cas sur macOS, mais dans Windows c'est le cas, et dans plein d'autres logiciels que Photoshop, c'est un peu la touche par défaut pour renommer quelque chose, un fichier, un calque. Dans Windows par exemple, si je fais F2, dans Windows ça permet de renommer un fichier, un dossier, etc. Ça marche dans Blender, quand on fera le workshop, je vous le remontrerai, mais c'est un truc un peu universel, donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'avais rajouté tout simplement un raccourci clavier. J'ai mon ensemble perso que j'ai enregistré de raccourcis clavier, je vous avais montré un peu ça. On le trouve dans, du coup, là où il se trouve, c'est-à-dire calque, renommer le calque. Donc ici, c'est dans les raccourcis pour menu de l'application, donc ça c'est les menus. Et puis après, là, il faut le retrouver, calque, descend un peu et doit y être, voilà, renommer le calque. Ou alors, et ça c'est bien avec Photoshop, ça n'y était pas avant, mais ça n'y est pas dans tous les logiciels Adobe, je crois que c'est pas le cas dans Illustrator. Il y a un champ de recherche, on tape les premières lettres de la fonction qu'on veut, à laquelle on, outil, à laquelle ou auquel on veut attribuer un raccourci clavier. Renommer, hop, on clique une fois, on met la touche qu'on veut, et puis voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? On peut pas mettre n'importe quel raccourci clavier en fonction du type de raccourci. Par exemple, les raccourcis pour les menus, des choses des menus, c'est assez limité. Et quand vous mettez, par exemple je fais CTRL F, s'il y a un raccourci qui a une fonction ou un outil qui a déjà le raccourci existant, déjà la combinaison de touches existante, il va vous dire attention, vous risquez de l'écraser quoi. Ok, donc faites gaffe à ça aussi. Donc F2, très bien pour renommer, ça va rapidement comme ça. Ensuite, donc là pareil, hein, j'enlève ma couleur. On va regarder la structure à l'intérieur. Oui, dernier petit point quand même, toujours vérifier le profil colorimétrique. On est bien en sRGB, je vous avais expliqué. S'il n'y a pas de profil, ou un autre profil, vous faites attribuer un profil, et non pas convertir. Puisque attribuer va, je rappelle, attribuer un profil même s'il y en a un autre, ou attribuer du coup un nouveau profil colorimétrique, ce qui va changer l'aspect visuel des couleurs.
on va voir le changement se répercuter directement sur les teintes, les couleurs, etc. sans changer les valeurs. Les valeurs hexadécimales RVB. Ok. Alors que convertir fait exactement l'inverse. Convertir, je rappelle, le moyen de s'en souvenir, c'est d'associer convertir à valeur. Convertir à valeur. Voilà. Comme ça, vous savez que convertir, ça change les valeurs, ça convertit les valeurs et ça essaye de ne pas changer l'aspect visuel. Attribuer, c'est l'inverse. Donc on s'assure bien qu'on est soit en sRGB. La plupart des mockups, souvent les mockups sont dans un profil colorimétrique qui s'appelle C2. C'est une sorte de RVB, c'est un truc qu'on trouve surtout aux États-Unis. Voilà, vous le passez en sRGB, il ne devrait pas vraiment y avoir de différence visuelle en fait. Mais au moins vous êtes sur le standard internet universel. Donc la structure de mon dossier background, pour commencer, je vais cacher tout le dossier, tout le groupe de calque magazine. On a une structure comme ça, assez simple, un groupe de calque effet, light effect, qui comprend donc les ombres, enfin les lumières et les ombres. On verra après comment refaire ça sur à partir d'une autre image. Parce que du coup là ça a déjà été séparé, donc ça serait un peu chiant de le refaire. Ça serait plus parlant quand on le fait à partir d'une image plate, juste une image, un JPEG par exemple, et de créer un mockup, tout un mockup à partir d'un JPEG. On fera ça après. Donc ça c'est les effets ombre-lumière. Ensuite on a une couleur solide, donc change background color, c'est juste qu'ils ont renommé le calque, mais ça ce n'est jamais qu'un calque ici, donc vous avez les calques de remplissage, il y en a 3, et tous les calques de réglage. Ça, c'est un calque de remplissage de type couleur unie. Ok, il y en a 3, couleur unie, dégradé, motif. Ça remplit tous vos documents, par défaut, quand vous le créez, par ce que vous choisissez, par un dégradé, une couleur unie, ou un motif. Donc, si je fais couleur unie, je mets du rouge, ça fait ça. C'est la même chose que ça. La différence, c'est que quand vous le créez, par défaut, il vous mettra toujours un masque de fusion. Pour supprimer le masque, parce que là, on n'en a pas besoin, on reste appuyé sur Alt pour être sûr qu'il ne l'applique pas quand on le supprime. Sinon Photoshop par défaut va le supprimer, enfin va l'appliquer. Et on le drag and drop sur la corbeille. S'il l'appliquerait, soit dit en passant, sur un calque de couleur unique comme ça serait pas grave parce que c'est un calque de remplissage dynamique. C'est un peu comme un calque dynamique qu'on peut éditer, qui est non destructif. D'accord ? C'est pas comme un calque vide sur lequel je mettrai un masque de fusion, sur lequel je ferai des modifications et que j'appliquerai. Là, c'est pas pareil, parce que c'est un calque avec du pixel, etc. Mais le masque de fusion, dans ce cas-là, il sert à rien, donc on peut l'enlever. Ok, donc ça et ça, c'est la même chose. Ce calque-là, bah, du coup, je le rappelle, je le renomme Color, comme ça je suis tranquille. Ça, je vais le renommer Effects, et ça, je vais le renommer BG. Pas besoin d'avoir des noms trop longs. Là, j'ai une résolution qui est encore assez... Même si c'est zoomé pour vous, pour le bien de la vidéo. Si vous avez des petits écrans, renommez de manière concise, mais quand même compréhensible vos calques et vos groupes de calques. Le color, il est incorporé directement au calque qui se trouve juste en dessous. Ça se fait avec Alt. Et vous avez le curseur qui apparaît quand on passe entre les deux, sur la ligne qui les sépare là. Donc là je désincruste, là je le réincruste. Ça évite d'appliquer, c'est quand on va appliquer un effet juste à un calque. D'accord ? Un effet ou imbriquer un calque dans un autre calque, hein, ça peut marcher avec n'importe quel calque. Je pourrais faire le groupe de calques effet. Je pourrais faire pareil en fait, avec les autres. On peut en mettre plusieurs. Je vais les dupliquer. Hop. Pas dedans du coup. Voilà. Je peux tout à fait faire ça. Et ça. Ok, je peux en empiler autant que je veux. Ça, vous connaissez. Ça revient au même, c'est juste que du coup, il y a une structure où c'est un peu plus... c'est réparti dans des groupes de calques où visuellement c'est un peu moins chargé et c'est plus facile de s'y retrouver dans votre arborescence. Okay. Donc simple, Alt, clic sur l'image, j'isole, donc je vois que en fait c'est juste un fond. D'accord, j'ai détouré le fond. Pour avoir à l'inverse juste le magazine. Alors pourquoi c'était important, je l'avais montré ça une fois. Quand vous faites Alt-clic, il faut tout de suite refaire Alt-clic sur le même calque sur lequel vous avez fait Alt-clic. Ou Option-clic. Parce que sinon, voilà, là si je fais Alt-clic, ça ne marche plus. Ça a toujours été comme ça, c'est une fonction de Photoshop. Donc là, je suis obligé de retourner un par un, à activer tous les clips.
tous les calques. Ok. Donc Alt-clic, si je fais Alt-clic juste sur le BG, je refais un clic tout de suite sur le BG pour afficher le reste. Sinon, je risque d'avoir ce petit souci que j'avais là. Ok. Donc j'ai le BG, et à l'inverse, donc je disais, j'ai le magazine qui est séparé. Comme ça, je peux éditer les deux séparément, mettre une couleur de fond indépendamment du mockup. Ça, c'est structure mockup classique. Mes effets, les lumières, ça vous connaissez. Ça va être les lumières, les ombres, ça va être les ombres. Okay. Les ombres de contact comme ça qu'on a, qui vont ancrer un petit peu le magazine dans le réel et faire un effet plus réaliste. Du coup, pour le magazine, c'est exactement le même principe. Quand on revoit la structure, on trouve un dossier effet qui concerne le magazine, avec la couverture, tout le magazine, avec les lumières, les ombres. On a, qu'est-ce qu'on a? Cards. En fait, vous faites comme ça quand vous voulez un petit peu savoir quoi fait quoi, quel calque correspond à quoi. Vous faites un alt-clic, vous l'isolez, et comme ça vous regardez. Là, je vois que j'ai ça. Donc ça, c'est la fameuse tranche. Ok, c'est les pages qu'on voit apparaître, et du coup, je vois que j'ai un calque de remplissage de couleur solide, de couleur unie, qui est incrusté dedans. Donc je vais renommer tout ça directement tranche, color. Si je change la couleur, je mets du rouge, on voit tout de suite que ça change. Okay. Donc ils vont séparer comme ça. On peut changer la couleur des pages, sympa. Ensuite, on a Your Image Here. Alors ça, c'est un calque, un objet dynamique. Donc c'est là-dedans qu'on va déposer notre mockup. Je le referme pour l'instant, j'y reviens après. J'ai à nouveau un calque de remplissage couleur qui est incrusté dans un calque sur lequel il y a le magazine. Donc ça, c'est la base du mockup. C'est un détourage en fait du magazine. J'imagine qu'en vrai, ils ont sûrement pris une photo du magazine dans un studio avec un éclairage, une photo neutre, ou d'un magazine qui avait une couverture, mais qu'ils ont légèrement retouché pour qu'il fasse un aspect neutre. Là, c'est un simple détourage avec un remplissage 100% blanc. Si je remets le fond, ok, c'est du blanc uni. Il n'y a aucune ombre parce que là, j'ai caché mes effets. Si je remets mes effets, on voit qu'on récupère les ombres, okay, le long du dos, les ombres et les lumières. Donc c'est simplement un détourage tout simple. La structure d'un mockup, c'est vraiment simple. Hein. C'est juste qu'il faut progresser par étapes et être méthodique. Donc si on voulait refaire tout ça de A à Z, ça serait simple, en fait. À partir simplement d'une photo. D'une photo d'un magazine existant, voilà. Donc la couleur, le calque de couleur, qui permet de changer la couleur du magazine. Je vais mettre un truc un peu plus clair. On voit que c'est parfaitement uni, encore une fois, parce qu'il y a mon calque d'effet qui contient les ombres et les lumières qui est caché. Je le réaffiche, ça marche. Je réaffiche les tranches. Ok, on voit que ça passe par-dessus. D'ailleurs, on voit que la sélection, le détourage du magazine, il empiète un peu sur les tranches. C'est pour ça que dans l'ordre, ils ont mis le calque qui contient les tranches par-dessus. Si je fais une sélection CTRL-clic, ok, on voit que c'est pas parfaitement calé comme ça, ce qui fait que c'est bien, ça correspond bien, c'est bien délimité entre la couverture et les pages qu'on voit au niveau de la tranche. C'est parce qu'ici, sur la tranche, il y a aussi, ça c'est un masque, quand c'est fond gris comme ça, c'est un masque vectoriel. Ok, Shift-clic, je le désactive, et on voit jusqu'où il empiète. D'accord? Si je fais clic, CTRL-clic, commande-clic sur le masque vectoriel, on voit que j'ai la sélection et qu'il épouse parfaitement la partie qui correspond vraiment à la tranche. Ok. Et donc le design qui vient s'incorporer dans tout ça, puisque le design du coup ça va être la couverture, donc c'est la couverture qu'on change, sur laquelle on incorpore un design. Et donc si je le réaffiche, hop, on voit que le design il vient s'incorporer là-dedans, qui vient s'incorporer dans le magazine. Et du coup ce qui fait que le design il se cale bien selon le magazine, c'est d'une part, si je fais CTRL-T, donc transformation manuelle, ou clic droit, transformation manuelle, on voit qu'il a été transformé selon la perspective du magazine, la photo, et si je le passe en déformation, on voit qu'il est un peu déformé, quoi,
pour récupérer un petit peu la courbure de la page, on voit qu'elle est un petit peu courbée. D'accord? Tout ça, on peut le refaire nous-mêmes aussi de A à Z et on va le refaire après. Et dans un second temps, tout l'ensemble qui contient le groupe de calque magazine, d'accord? Donc ce qui fait le magazine dans le mockup, a lui aussi un masque vectoriel qu'on a ici. Si je fais CTRL-clic, c'est ça qui nous le détourne du reste, du fond. Ok? Si je le supprime, on voit que les choses bavent un petit peu. Ce masque, c'est ce qui nous permet de manière non destructive, si jamais on veut revenir dessus, de légèrement éditer la manière dont on a détouré le magazine par rapport à son fond. Okay, et c'est une bonne façon de faire comme ça parce que du coup c'est pas permanent, c'est pas définitif. Si jamais on veut revenir dessus pour éditer le masque, on peut. Et ça, comme c'est un masque vectoriel, en plus, on peut le combiner avec un masque de fusion. Je rappelle qu'un masque vectoriel, c'est un tracé. Là, je clique dessus, je passe en mode tracé soit avec l'outil plume, P, soit avec l'outil sélection, tracé, A. Donc ça, c'est l'équivalent de l'outil sélection direct dans Illustrator, c'est le même raccourci, c'est A. Vous voyez que je peux le changer. Ok. Et tous ces tracés, on les retrouve dans le panneau tracé. Et dans le panneau tracé, je peux aussi faire une sélection rapidement à partir de ce tracé. CTRL-clic, j'ai ma sélection. Ok. Voilà pour la structure. Donc ça c'est clair, je raffiche tous mes calques, color, donc ça on avait dit que c'était la tranche. Si je veux changer la color de la tranche, je mets une couleur, on va le laisser en blanc, on va faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser... On va mettre une couleur... ouais, on va faire ça. On va mettre une couleur de tranche un peu sympa. On va dire une sorte de... On va essayer de faire un peu un ton sur ton. Une sorte de couleur un petit peu, comme on avait fait en cours, je crois. Couleur un peu fluo, un peu genre presque balle de tennis, entre le vert et le jaune fluo. Un peu radioactif, là. Un peu peps, hop, voilà, un peu dynamique, sympa. Et la couverture elle-même, le fond de la couverture, on le mettra dans l'objet dynamique. Objet dynamique que je renomme design. D'ailleurs, j'avais oublié de renommer mon calque couleur qui correspond au magazine. Et design, ça c'est un conseil que je vous donne quand vous bossez sur des mock-ups. Pensez à renommer l'objet dynamique que vous allez ouvrir et dans lequel vous incorporez votre design, pour que tout de suite il se cale bien selon le mock-up et tout ça, renommez-le en design, ou autre chose que vous voulez, mais un nom qui fait que vous savez, moi dans tous mes mock-ups je l'appelle design, je sais comme ça, mon design quand je veux tout de suite le mettre dans le mock-up, c'est le seul calque qui s'appellera comme ça. Et je le vois tout de suite, parce que des fois il peut y avoir d'autres objets dynamiques, et dans la structure on oublie un petit peu, on sait plus trop. Là design, tout de suite je sais que je double-clique, c'est ça que je dois ouvrir, et c'est là-dedans que je dois incorporer mon design. Ok. Donc je cache ça. Ça, c'était comme le calque de tout à l'heure avec le copyright et qui était verrouillé, là, qui sert à rien, c'est juste à titre indicatif, je peux le supprimer. J'enregistre, je reviens, et là on voit qu'il n'y a plus de couverture. Normal, j'ai plus rien, j'ai une transparence complète. Okay, si je fais juste par exemple un nouveau calque, un rectangle noir, j'enregistre, ça fait ça. Ok. Jusque là, logique. Donc on va passer dans Illustrator, on va prendre notre visuel, donc KiCap, ce qui était bien fait en tracé transparent, tout aplati, parfait. CTRL-C, je le copie. CTRL-V, je le passe en calque de la forme. Je rappelle que calque de la forme, c'est le mode de collage d'importation qui va complètement le faire passer dans Photoshop, mais en gardant entièrement le tracé et ses propriétés. Okay, donc ça restera un tracé entièrement vectoriel, aplati, transparent. Ce qu'on veut. Et on voit qu'il est parfaitement calé selon le format, qui est un format A4. Donc le mock-up est bien fait. D'où l'intérêt de bosser dès le début, en fait d'avoir une correspondance entre l'intérieur de mon calque dynamique, qui est au bon format, qui correspond bien, et mon visuel, si je le fais par exemple comme on l'a fait ici dans Illustrator. Comme ça, je peux me projeter, et je peux anticiper le résultat que ça va avoir. J'ai une continuité. Et là, il fit parfaitement. Il fit parfaitement parce qu'ici, j'ai fait un document A4. Et ici, si on fait CTRL-ALT-I, taille de l'image,
en millimètres, 210 par 297. Ok, les dixièmes de millimètre, ça, on s'en fiche. C'est un A4. Ok. D'où l'intérêt de faire ça. Je vais renommer ça keycaps. Du coup, celui-ci, comme maintenant j'ai un calque, je peux le supprimer. J'enregistre. Et on a ça. Nous, on va faire en sorte que on ait une couverture peut-être différente. Donc on va mettre un nouveau calque, enfin un fond de la couverture différent du reste pour séparer avec la tranche. Donc on va faire un nouveau calque de couleur unie. On va le passer en dessous. Alt, clic, drag, corbeille pour supprimer le masque de fusion. Je l'appelle color. Et on va lui donner une couleur. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On était sur du vert. On pourrait faire une sorte de... Ouais, ce qui marche bien généralement, un truc un petit peu peps. Un truc un peu saturé, quoi. Par exemple. Bon, du coup, on a vu ces structures, ça marche bien. Là, vite fait, je cache le calque est fait, enfin le dossier, le groupe de calque est fait, lumière et ombre, on voit bien que c'est tout plat. Je le raffiche, ok. Ça marche bien. Dernier point qui fait que c'est intégré au mockup et qu'on a un rendu un peu réaliste. Sur mon objet dynamique, mon calque dynamique, j'ai des filtres qui s'appellent filtres dynamiques automatiquement, puisque des filtres appliqués sur un objet, un calque dynamique, deviennent des filtres dynamiques, dans le sens où je double-clique dessus, je peux changer les valeurs. Ce n'est pas, c'est non destructif, c'est éditable, ok, ce n'est pas définitif. Je peux tout cacher, je peux complètement les désactiver. Je peux en désactiver un, ou l'autre, ou les deux, ok. Comme pour les calques. Petit coup de CTRL S, on enregistre. Du coup, si on décompose un petit peu ça, on a un flou gaussien. Le flou gaussien, je vous rappelle, c'est ce qui permet de faire moins net. Si je l'enlève complètement là, ça fait vraiment... Bon, il y a ce qu'on appelle de l'aliasing. L'aliasing, c'est un effet d'escalier déjà, ce qui est pas génial. Il n'y a rien de tel pour faire un aspect artificiel. Si je le remets, on voit que ça fait un peu plus doux, c'est un peu plus naturel. Je pourrais même le forcer un petit peu. D'ailleurs, moi je trouve que c'est un peu léger. Je vais mettre 0,4. Voilà, là c'est bien. Les valeurs entre 0,2 et 0,4, généralement, c'est ce qui marche bien pour faire ça. Okay. Et après, on a du bruit. Le bruit, c'est ce qui va essayer de faire matcher avec la couverture. On voit qu'il y a un fond, donc notre fond uni. Si j'enlève le bruit, il y a toujours du bruit parce qu'il y en a un peu sur le mock-up, mais on pourrait le renforcer davantage. Si vraiment je force le truc, vous allez voir, le but c'est d'avoir quelque chose qui fait un peu plus intégré. Donc là, le temps que je l'édite, on voit le bruit, on va dire, sous sa forme brute. À partir du moment où je l'ai validé, il est beaucoup plus flou. Pourquoi? Parce que dans l'ordre des filtres, bah, tout simplement, j'ai un flou gaussien au-dessus. J'ai un bruit, puis un flou qui vient adoucir ce bruit. Donc là, évidemment, j'ai forcé le trait. Le but, c'est de mettre des petites valeurs, jusqu'à ce qu'on ait un aspect un petit peu naturel, c'est-à-dire que le papier, il a une texture, il a un bruit, un grain naturel qui fait que, sans parler de relief, hein, il a un grain naturel qui fait que c'est pas tout lisse. Et ce bruit, du coup, il sert à ça. On peut mettre par exemple 3, et le flou vient le casser un petit peu. Ok? Tout simplement. Et juste ça, ça vous fait déjà un rendu sympa, quoi. Vous avez des mock-ups qui sont présentables, qui sont quali, qui sont pro. Maintenant, si on voulait, par exemple, refaire nous-mêmes ce calque qui sert d'incrustation à notre design, comment on le referait de A à Z? Il y a plusieurs manières. Je vous montre tout de suite, on va faire plus simple, la manière, on va dire, que la plus propre et contrôlable et qui fait perdre le moins de temps ou d'étapes pour rien. Donc je vais le cacher. On sait qu'ici, on veut, dans ce cas-là, ça marche comme ça en tout cas, on sait ici que le format c'est un A4. Je reste dans Photoshop, je fais un nouveau document,
dans les pré-réglages ici, les paramètres prédéfinis, je me mets en impression, A4. Je suis bien en couleur RVB, je suis en RVB, je me mets pas en CMJN, hein, parce que là on reste sur du web, on s'en fiche, nous ce qu'on veut c'est les dimensions A4. Donc il nous met direct les dimensions A4, je peux laisser en 300 en résolution, créer. Le calque que j'ai par défaut, je double-clique pour le déverrouiller, je vais dans Illustrator, je prends mon visuel, CTRL-C, CTRL-V, toujours pareil, calque de la forme, ok. Je le renomme Keycaps. Je vais mettre ma couleur de fond, donc ce calque qui est juste des pixels blancs, qui n'est pas éditable, hein. Ça c'est pas un calque de remplissage, vous voyez, si je double-clique, ça m'ouvre les styles de calque, c'est pas la même chose que si je fais ça, couleur unie, là j'ai un vrai calque éditable, okay, un calque dynamique, entre guillemets. J'enlève mon masque de fusion, Alt-clic corbeille, je le renomme, color, on va retourner voir dans notre mockup la couleur qu'on avait utilisée, donc c'était un bleu comme ça, CTRL-C, je prends ma valeur, je retourne dans mon document que je viens de créer, double-clic, CTRL-V, je récupère ma valeur hexadécimale, mon code couleur. Ok, ça c'est un document à part. D'ailleurs, je vais fermer mon fichier PSB là, qui était mon... Quand vous double-cliquez, quand vous ouvrez un objet dynamique, un calque dynamique, ça vous fait un fichier PSB. En gros, la façon dont il faut le comprendre, c'est que c'est comme si vous aviez un PSD dans un PSD. C'est un peu le principe des poupées russes, des choses qui s'imbriquent. C'est comme si vous refaisiez un document dans l'intérieur de votre document. Et on peut faire ça autant de fois qu'on veut. Si je retourne par exemple dedans, là, ça et ça, je sélectionne les deux, clic droit, convertir en objet dynamique, j'ai à nouveau un objet dynamique dans mon objet dynamique, auquel je peux mettre un effet par exemple. N'importe quoi, je vais faire incrustation couleur, ce qui n'a pas de sens, mais... Ok, du flou, ce qu'on veut, je peux faire du flou gaussien, ok. Je peux rajouter par exemple un calque, et cet ensemble-là, à nouveau, je le convertis en objet dynamique, et du coup c'est imbriqué comme ça au fur et à mesure, Je double-clique dedans, j'ai ces structures, je redouble-clique dedans, j'ai ces structures, ok. Je vais vous montrer quelque chose que je ne vous avais pas montré, si jamais je veux annuler cette structure-là, revenir en arrière, en fait je fais clic droit, convertir en calque. Et là je récupère la structure d'un niveau au-dessus. Donc lui, à nouveau, clic droit avec c'est un objet dynamique, convertir en calque, je récupère sa structure au-dessus, et je reviens à ma structure initiale. Je dissocie tout, et je retombe sur ce que j'avais. Ok. Ça en fait, les objets dynamiques, il faut les voir comme un PSD à l'intérieur de votre PSD, qui peut avoir un autre PSD dans le PSD, un PSD dans le PSD, dans le PSD, etc. etc. C'est juste ça qui se passe. Sauf que ça s'appelle pas un PSD, ça s'appelle un PSB. Et le fichier PSB, que vous voyez ici, .psb, quand vous faites ça, quand vous double-cliquez pour ouvrir votre objet dynamique, ce fichier il existe réellement sur votre disque quand vous bossez. C'est juste qu'il est dans un dossier temporaire que vous n'avez pas accès, qui est un peu caché, qui ne se trouve pas à l'endroit là où vous avez votre PSD d'enregistrer. Il est ailleurs, dans ce qu'on appelle les fichiers cache ou temporaires de votre ordinateur. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc sachant cela, on peut tout à fait recréer ces structures sans problème. Donc là je reviens où j'en étais, j'ai caché mon objet dynamique, je le refais moi-même. Donc j'avais fait, je rappelle, un nouveau document en A4, il est ici, j'ai importé mon visuel d'Illustrator, j'ai fait ma couleur unie de fond, je sélectionne ça, les deux, et je le convertis en objet dynamique. Et ça, du coup, comme j'ai bien un bloc de fond de couleur qui délimite parfaitement un A4, ça va être très facile de l'incorporer à mon mockup, de refaire ce fameux calque objet dynamique qui va être ma base pour incorporer tous mes designs dedans. Donc je fais CTRL-C, je peux copier un calque d'un PSD à un autre. Un calque en lui-même. Hein. Là je fais CTRL-V, je me retrouve comme ça. Pourquoi je me retrouve comme ça? Je rappelle que tout ce qui se trouve dans Magazine est selon un masque vectoriel. Si je désactive mon masque vectoriel, j'ai bien ça. Ok? Donc moi c'est ce que je vais faire, je désactive le masque vectoriel le temps, ou alors je pourrais le sortir, c'est-à-dire je réactive le masque vectoriel,
je prends ce que je viens d'incorporer, ce que je viens de coller depuis mon autre document que j'ai créé temporairement là, et je le mets tout au-dessus. Ça revient au même. Le temps de faire ma transformation pour le caler selon la perspective. Je peux faire ça. Ce fichier-là, il m'a juste servi temporairement à faire ces éléments-là. Je peux le fermer. J'en ai plus besoin. Ça, maintenant, ça fait partie de mon PSD. Je fais enregistrer, c'est dedans. Ça fait pas appel à un fichier extérieur. Il n'y a pas de souci. C'est incorporé. OK ? Donc là, c'est simple. Je fais un CTRL-T. Je rappelle, clic droit, transformation manuelle. Je le réduis un petit peu, histoire de voir un peu mieux. Et puis c'est parti. Je vais tout simplement le caler. Donc, je peux faire ça, ça, ça. Je le fais à peu près parce que dans un premier temps, on n'a pas forcément besoin, en fait. Je fais entrer. Je le mets à son bon endroit, donc ici. Je refais mon Alt, clic, ok, pour qu'il soit bien incorporé à mon magazine qui se trouve ici. Et ensuite, je peux directement copier mes filtres dynamiques que j'avais sur le calque qui était fait initialement dans le mockup, les gens qui ont fait le mockup, pour le récupérer. Je reste appuyé sur Alt, comme pour des calques. Sur filtre dynamique, je drag and drop sur mon nouveau calque d'objet dynamique, et je viens les dupliquer, les coller dessus. Comme ça, je récupère tout. Et lui, je peux le supprimer. Et en fait, on fait la même chose. D'accord ? Donc là, c'est pas parfaitement calé, même si c'est déjà pas mal. Pour vraiment avoir la perspective, et là, il faut passer sur une déformation manuelle. Donc là, je fais CTRL-T, transformation manuelle, pardon, sur déformation tout court, à partir d'une transformation manuelle. Et donc là, après avoir fait ma transformation manuelle, CTRL-T, ici, déformation. Déformation, vous avez la grille qui affiche plus ou moins de détails. Plus vous avez de lignes, plus vous avez de points pour faire votre déformation finement, on va dire, pour localiser les déformations que vous voulez. D'accord ? 4 par 4, c'est pas mal. Donc là, je vais zoomer. Ok. Mettre ça comme ça. Essayer de reprendre un petit peu comment c'est fait. Hop. Là, on voit que j'ai un point, ça fait un peu un creux. Ça se creuse un peu. Ok. Ça fait comme une sorte de courbe. Là, j'ai une courbe aussi en haut, c'est un peu bombé sur le haut du magazine avec la perspective et parce que la page elle est légèrement bombée en fait, tout simplement. Donc on va essayer de reprendre un peu ce principe-là. Là, il est déjà pas mal. Ok. Même principe, là c'est courbé mais dans l'autre sens. Donc ça, on va le laisser comme ça. Tac. On va le mettre par là. Ça, on rebouge. On le remonte un peu. Ça, on le remonte un peu aussi. Ça, on le rapproche comme ça. Et on refait un petit peu le creux qui suit la page. Pareil, hop. On suit. On suit. Et ça n'a pas besoin d'épouser parfaitement, parce que dans tous les cas, ce qui délimite parfaitement, on va dire, la page dans le mockup, c'est notre masque vectoriel qui est appliqué à tout l'ensemble de calques magazine. Ok ? Touche entrée, je valide. Et c'est très bien. Ça fonctionne très bien. Voilà. Et là, j'ai mon mockup. Ok ? Donc on va voir ensuite comment refaire soi-même les effets d'ombre et de lumière, les extraire à partir d'une image, quelle qu'elle soit. Idéalement une image avec un éclairage quand même qui soit assez suffisant, qui soit correct, qui soit pas un éclairage trop tranché, trop voilà. Donc là c'est des conditions un peu de studio. On peut remarquer, sûrement il y a un fond blanc avec des éclairages qu'on appelle des lightbox, des éclairages assez doux, artificiels, qui sont créés pour créer une image, des ombres assez douces et une lumière douce, ce qui évite de faire des ombres trop franches, ce qui est toujours plus joli quand on veut présenter quelque chose sur une photo. Idéalement, on essaierait de trouver une base comme ça et de refaire le